Alors, je vais essayer de répondre à la question générale que vous posiez sur le rapport des enfants avec la justice. Alors, effectivement, d'entrée de jeu, pour dire qu'il va, ce rapport, bien au-delà de la vision que M. Lamichu de la Queue-en-Brie ou de Mâcon, et c'est pas une injure, hein, peut avoir, qui ne voit les enfants qu'à travers des mineurs et les mineurs qu'à travers des délinquants. Il faut dire que pendant 10 ans, j'allais dire, on nous a massacrés sur ce thème-là. Alors que la problématique politique, elle est plus large. On parle des personnes de moins de 18 ans, des enfants qui ont des droits et des devoirs, mais des droits d'abord. C'est parce qu'ils ont des droits qu'ils ont des devoirs, et non pas parce qu'ils respectent leurs devoirs qu'ils auront des droits. C'est encore un autre enjeu. Donc des personnes de moins de 18 ans qui vont effectivement pouvoir franchir la ligne jaune de la règle sociale, qui vont être qualifiés de jeunes délinquants. Parmi ceux-là, et donc ils ont intégré un dispositif qui a été prévu pour eux, non pas en 1945, comme beaucoup de gens ignorent le disent, mais depuis 1912. Donc c'est bien plus vieux et bien plus profond qu'on ne peut le penser. Pour toute une série de raisons, la deuxième révolution industrielle, le souci de traiter autrement les enfants pour simplement aller reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Il ne faut jamais oublier ce petit détail qui est un détail majeur. Donc il fallait des soldats qui soient forts, d'où la protection de l'enfance. Ce n'est pas comme ça, par angélisme, qu'on a eu le souci des enfants à la fin du 19e siècle. C'est avec un souci pragmatique. Aujourd'hui, le combat est économique. Il faut de futurs combattants de la guerre économique. Et il y a un siècle, il fallait de futurs combattants de la guerre contre les Allemands. Voilà. Ou les Prussiens. Parce qu'il n'y a pas encore les Allemands. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une réponse judiciaire à l'égard ou à l'encontre des jeunes qui franchissent la ligne jaune de la socialisation et qu'on appelle des jeunes délinquants. En langage anglo-saxon, on appelle ça des enfants en conflit avec la loi, dont on s'est aperçu très rapidement que fondamentalement, s'ils étaient délinquants, c'est qu'ils avaient une carence éducative. Ça ne veut pas dire que les parents sont des missionnaires, comme là encore, on nous l'a bassiné pendant une dizaine d'années, mais parce que dans ces familles-là, monsieur, les parents ont tellement de problèmes à gérer leurs problèmes personnels qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs gosses. Avec un petit détail au passage, c'est que chez les Bourges, on s'organise relativement bien, pas toujours très bien, mais relativement bien, de la séparation familiale ou du fait, il ne faut plus parler de divorce aujourd'hui, hein, puisque beaucoup de gens ne sont pas mariés. Vous savez que 52 ou 54% des enfants naissent hors le mariage de leurs deux parents ensemble. Donc quand ils se séparent, c'est pas obligatoirement un divorce, c'est une séparation. Donc la séparation dans les milieux relativement nantis, culturellement, économiquement, ça se gère avec un bon pédopsychiatre, avec Naouri, avec Ruffo, avec leurs bouquins et avec la Suisse. Dans les milieux prolos, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que souvent, dans tous les milieux, mais dans les milieux prolétaires, les mères sont toutes seules à éduquer les enfants, ce qui d'ailleurs, au passage, pose le problème de la démission des parents, puisqu'il n'y a qu'un parent. Et qu'au nom des droits des femmes, il ne doit pas y avoir un deuxième parent. Vous savez que les enfants ne sont pas garantis d'avoir deux parents. Ils vont bientôt avoir deux parents homosexuels. Au passage, le côté amusant pour les enfants juifs, c'est avoir deux mères juives. Ça ne va pas être piqué des hannetons. Une mère juive, c'est pas facile. Alors deux mères juives, il va falloir se les faire. Enfin bon, il y aura du boulot pour les futurs psychiatres, psychanalystes, éducateurs que vous êtes. Donc tout ça pour dire qu'on s'est aperçu assez rapidement, et pas d'aujourd'hui, ça date d'un siècle, que quand un gamin était délinquant et qu'il franchissait donc cette ligne, c'est qu'il y avait une carence éducative, soit des parents démissionnaires, soit des parents démissionnés par les accidents de la vie, l'âge, la maladie, le chômage. Et volontairement, je n'ai pas mis le chômage en premier, parce que ça, c'est l'explication simpliste en disant les jeunes sont délinquants parce que les parents sont chômeurs. C'est une injure pour les chômeurs. La plupart des enfants dont les parents sont chômeurs ne sont pas délinquants, et beaucoup de chômeurs élèvent tout à fait dignement et correctement leurs gosses. Mais là encore, il faut remettre les pendules à l'heure par rapport à un scientisme ambiant. Il n'empêche que fondamentalement, un gosse en délinquance, c'est d'abord un gosse en danger. Et jusqu'à une certaine époque, 1958, il fallait attendre qu'un gamin commette un délit pour qu'on s'occupe de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sauf faire de ma part, de Chien perdu sans collier. Oui, je crois que c'est Chien perdu sans collier. Parce que j'ai toujours des problèmes. Voilà. La musique est toujours bonne, les paroles ne sont pas toujours exactes. C'est pas tout. Mais en tout cas, vous avez peut-être vu cette séquence, alors vous, ça va vous évoquer, puisque c'est votre problème actuel, vous êtes confronté à ça, de Jean Gabin, qui jouait le rôle, mon rôle, juge pour enfants, ou plus exactement c'est moi qui ai repris le sien. Disant à un gamin, alors là c'est vrai, disant à un gamin, dit, ce matin, là, pour venir ici, parce que tu étais placé, pour venir ici, t'as pris le train sans payer, mais dis donc, ce matin, t'as mangé, petit déjeuner, là, t'as pas payé, dis-moi que t'es délinquant, et l'État assurera ton avenir. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que quand madame dit que vous occupez des enfants en danger, non, vous n'en occupez plus. Vous n'avez plus qu'à évaluer leur situation, mais votre administration
violant la loi, vous a donné l'interdiction de prendre en charge des jeunes en danger. Elle vous permet éventuellement, à condition de ne pas le mettre dans les quotas, de faire du surplus, des heures supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées pour vous occuper des enfants en danger. Alors, je referme la parenthèse, ça c'est très codé pour les travailleurs sociaux qui sont là. Apparemment, certains d'entre vous ont compris. Alors, je poursuis mon propos. Alors, derrière tout ce que je vous pose comme jalon, c'est pour montrer les avancées et régressions, parce qu'on est en train de régresser. On est en train de revenir avant 1958, où la protection judiciaire de la jeunesse et le tribunal pour enfants devaient attendre qu'un gosse commette un délit pour s'occuper de lui. Allez, 58, on vient poser le problème comme on aurait dû le poser initialement. On s'occupe de tous les enfants en danger, et parmi ces enfants en danger, certains vont faire de l'anorexie, certains vont faire de la délinquance, ils vont développer des pathologies personnelles, familiales, sociales, etc. Et on va s'occuper d'eux en fonction de tout ça, mais fondamentalement, ce sont des gosses en danger. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a deux grands volets de l'intervention judiciaire qui sont relativement connus de monsieur et madame tout le monde, de Mâcon ou d'ailleurs, qui est la justice qui apporte ou tente d'apporter une réponse à l'enfance délinquante et qui est considérée comme laxiste, se désintéressant de la population, coupée des réalités, inefficace. Les représentations sur la justice des pénales des mineurs ne sont pas piquées des hannetons. Et s'agissant de l'autre volet que les gens ont un peu en tête, le tribunal pour enfants qui s'occupe des enfants en danger, c'est à peu près le même type d'image. Vous privilégiez le lien parental, oubliant que c'est la loi qui le privilégie et pas les juges. Vous maintenez des gamins maltraités dans des familles maltraitantes et si tel gosse est décédé, c'est bien parce que vous l'avez rendu prématurément, vous ne l'avez pas enlevé suffisamment rapidement de la famille d'accueil. Là encore, une représentation très forte, avec au passage, que j'oublie pas de lire tout de suite, des faux procès. Alors non pas que les juges et les magistrats en général ne méritent pas qu'on leur ramène les choses et qu'on les critique, mais quand on y regarde bien, le procès qui était fait sur l'inefficacité de la justice pénale des mineurs était dirigé contre la PJJ, qui est inefficace et qui avec des gens en sabots, en cheveux longs, qui lèvent la chèvre et qui sont incapables. Oui, je sais bien. Le procès qui était fait et qui était faux. Qui était faux. Ben, si vous avez de la culture, et vous l'avez, puisque apparemment vous me dites qu'on s'est connu à Versailles il y a un certain temps, vous savez que c'est Mme Gianotti qui disait ça, qui était la directrice de la PJJ. Tout ce que je dis est référé, et surtout mes blagues. Toutes mes blagues. Non, je ne plaisante pas. Toutes mes blagues sont fondées sur des réalités, car je ne pourrais pas me permettre de plaisanter si les gens pourraient me dire ce que tu dis est faux. Tout ce que je dis est vrai dans les blagues. Dans le reste, après, on peut interpréter, chacun est légitime. En d'autres termes, quand vous y regardez bien, sur les 10 dernières années qui viennent de s'écouler, tout le procès qui a été fait au tribunal. Il manque la chèvre. On n'a pas de sabot. Arrête. Alors, attendez. Arrête. Donc, tout le procès qui a été fait dans la dernière période au tribunal pour enfants, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai eu un ancien président de la République accroché à mes basques pendant quelques temps, j'étais le symbole du juge laxiste, de la justice laxiste, etc. Il n'était pas dirigé contre moi, il n'était pas dirigé contre les juges. D'ailleurs, Rachida m'a dit, il vous en veut pas. Heureusement qu'il ne m'en veut pas, puisque je suis le plus répressif du tribunal pour enfants. Non, c'était dirigé contre les travailleurs sociaux, contre le travail social, qui, j'allais dire, ne redresse pas, alors dans tous les sens du terme, ne redresse pas des jeunes délinquants et est inefficace, inopérationnel. Ce qui est faux en plus. Alors je vais vous donner une donnée au passage. Dans 80, c'est vraiment qu'il a, c'est mon cours, mais enfin peu importe. Peut-être qu'il a puisé dedans, mais il n'a pas puisé dedans. Il a fait des travaux spécifiques. C'est le rapport du rapporteur, son nom m'échappe dans l'instant, ça va revenir, du rapporteur de la loi de 2011 qui dit lui-même que dans 86% des cas, quand un jeune ayant commis des délits a été suivi par le juge et par la PJJ, il n'est plus délinquant à sa majorité. 86% de réussite. Même la médecine ne réussit pas ça. Quand je dis ça, mon beau-frère, qui est député UMP, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Claude Guasguen, avec qui on a fait un bouquin ensemble, et je lui dis, il y a 500 000 morts chaque année, est-ce que tu condamnes la médecine? Il dit, c'est pas la même chose. Si, je dis, c'est la même chose. La médecine, elle a une mission qui est d'accompagner, de soigner, d'accompagner vers la mort, mais elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. La PJJ ne peut pas résoudre tous les problèmes comme la justice ne peut pas tous les résoudre. En tout cas, 86% de réussite positive, c'est à mon avis quand même pas négligeable. Et de l'autre côté, le procès qu'on fait souvent à la justice mineure sur les enfants en danger, c'est la justice qui est faite à l'aide sociale d'enfance, qui est faite au Conseil général, qui est faite à l'inefficacité de l'action sociale.
quand on y regarde bien, mais c'est pas pour dire, hein, je suis pas en train, ne prenez pas mal mon propos, je suis pas en train de dire que le tribunal, et je vous le démontrerai tout à l'heure, n'avait pas et n'a pas encore à balayer devant sa porte pour améliorer sa prestation. Mais quand on y regarde bien, le problème est bien plus compliqué qu'il nous est présenté généralement, et il nous est en plus présenté à l'émotion, l'affaire du Boën-sur-Lignon ou telle histoire, et il nous est présenté avec un scientisme, c'est-à-dire l'absence. Alors je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Vous êtes plus proche de ce que je vais dire là. Quand on pose la question à un parlementaire lambda, et je vais vous la poser à vous, on va voir comment vous réagissez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Dans combien de cas, dans quel pourcentage, de 0 à 100, l'aide sociale à l'enfance a-t-elle à se préoccuper d'enfants dont elle se préoccupait des parents quelques années plus tôt, 15 ou 20 ans plus tôt. D'autres termes, quelle est la capacité de l'aide sociale à l'enfance à rompre la chaîne de l'exclusion, ou au contraire à reproduire l'exclusion? La question est la suivante: combien y a-t-il d'enfants actuellement confiés à l'aide sociale, dont les propres parents étaient confiés à l'aide sociale? En réflexe, vous diriez combien? En réflexe? J'en sais rien, 80%. 80%. Je dirais moins, 50. 50 ici. Qui dit plus de 80? Qui dit moins? Moins combien? Pardon? 30. Qui dit moins de 30? Sans connaître la réponse. Si vous connaissez la réponse, c'est aucun intérêt. En réflexe. 5. Vous connaissez la réponse ou pas? Bon, alors c'est 5. Alors c'est entre 4 et 6%. Alors cette fois-ci, je me réfère, c'est les travaux du CNRS, de Michel Duhim, d'Assey Corbillon, c'est les travaux de la PJ, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, que vous véhiculez vous-même. Et ce n'est pas une critique, hein. C'est pour abonder sur le scientisme dans lequel nous sommes les uns et les autres. Moi, dans d'autres domaines, qui ne sont pas mon champ, je suis aussi nul que vous sur cette question. Hein. Mais quand? Alors pour vous, ce n'est pas très grave, parce que vous êtes acteur, après tout. Hein. Mais quand la même réponse est faite, et je peux vous jurer qu'elle m'a été faite 1000 et une fois, par des présidents de conseils généraux, sinon par des ministres, quand ils étaient en train de faire la loi sur la protection de l'enfance, la loi de 2007, les autres lois, la loi de 1989. Donc vous avez des parlementaires, des hommes politiques qui font la loi sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. En d'autres termes, ils ont une représentation de l'action sociale et de la justice qui ne correspond pas à la réalité. Comment vous pouvez imaginer que leur produit va être bon? Alors, je reviens à mon propos liminaire pour aller très très vite. Première représentation, c'est de dire la justice, elle s'occupe des enfants délinquants, la justice, elle s'occupe des enfants maltraités. Moi, ma thèse, et c'est le petit bouquin qui est là, c'est de dire c'est plus compliqué que ça. Le quart des magistrats de France, procureurs et magistrats du siège, juges pour enfants, etc., sont consacrés aux questions famille et aux questions enfance. Et en réalité, quand vous y regardez bien, ils consacrent 4 droits majeurs. Le premier droit, c'est le droit de tout enfant d'avoir un statut, mais par-delà le statut, d'avoir des parents qui exercent une responsabilité, puisqu'on est dans un dispositif qui veut qu'a priori, c'est aux parents de protéger leurs gosses, c'est aux parents d'élever leurs gosses, pas parce que c'est une liberté fondamentale, mais parce que c'est un besoin fondamental, parce que c'est notre réponse. On n'est pas en Israël avec les kibboutz, on n'est pas dans d'autres pays de la communauté, etc. On pense qu'effectivement, ce sont ceux qui ont voulu un enfant, qui l'ont généré, qui sont les mieux placés pour le prendre en charge, pour l'élever, pour vivre, pour prendre du plaisir avec lui, qui s'arrête à la correctionnelle, bien évidemment, mais pour prendre du plaisir avec lui, pour lui apporter un certain nombre de choses, et puis éventuellement, à la fin de leur jour, c'est celui-là qui lui mettra les couches et qui les poussera. Voilà, bon, il y a une inversion des générations, bon, avec un petit problème d'ailleurs, que j'illustre, que je pense, avec un exemple que je prends souvent pour illustrer le propos, éviter de parler de placement. On place un objet, on accueille un enfant, et moi quand je serai vieux, je veux être placé, accueilli. Si j'entends derrière moi mon fils ou ma fille en train de dire « Où est-ce qu'on place papy ?», je dégoupille la grenade que j'ai devant moi et je les réduis façon puzzle. Je vais être accueilli avec amour, avec par des infirmières plutôt blondes, en robe blanche, mais en tout cas pas placé. Pas placé. Regardez tous les mots qui sont utilisés. Regardez, combien as-tu d'enfants ? C'est le débat actuellement hein, sur le mariage pour tous, enfin le faux débat sur le mariage pour tous, en réalité sur comment l'État va garantir, ou peut prétendre garantir, le droit à l'enfance, qui est une innovation tout à fait extraordinaire dans l'histoire de France. Parce que le problème, c'est une fois que vous avez posé le principe, il faut le gager. Et là, il va falloir fabriquer des enfants. Hitler savait comment fabriquer des enfants. Nous, on a d'autres méthodes pour fabriquer des enfants. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que, par exemple, le spermatozoïde, est-ce que l'ovule, c'est un objet ? Ou ce sont des éléments de vie. Les éléments de vie, c'est les mots utilisés par le comité consultatif de la bioéthique, etc.
Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Il faut subjectiver les choses et non pas les objectiver. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, le premier des droits, et on va voir la justice qui va interférer très très fortement, c'est de garantir à tout enfant les droits fondamentaux à un nom, à une filiation. De la filiation découle l'autorité parentale. Elle va garantir qui exerce l'autorité parentale, surtout lorsque la famille est éclatée. Elle va aussi être amenée à prendre les mesures qui s'imposent quand tel ou tel parent est défaillant, volontairement, involontairement, un accident de la circulation, les deux parents qui décèdent, il faut bien faire quelque chose. Un enfant pupille, il faut organiser la tutelle de l'enfant. Ça peut être une délégation d'autorité parentale. C'était avant pour Paul-Émile Victor lorsqu'il faisait le tour du pôle Nord, mais ça, il faudra de la culture, parce qu'on ne la culture de l'histoire. Donc il faut trouver les navigateurs d'aujourd'hui, les explorateurs d'aujourd'hui qui partent pendant 6 mois et qui laissent leurs gosses. Mais il faut qu'ils bien déléguer. Alors, sauf que maintenant, avec la télévision, Internet, etc., on peut être présent auprès de son gosse avec un téléphone 3 bandes. Alors qu'avant, on ne pouvait pas. Le nuage de fumée, les pigeons voyageurs, ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas, il y a des hypothèses dans lesquelles il va falloir organiser la vacance de l'exercice d'autorité parentale, parce que les parents sont décédés, parce que les parents ne sont pas disponibles. Et puis il y a des cas dans lesquels, soit en matière de sanctions pénales pour punir, soit en matière d'organisation civile, il va falloir retirer l'autorité parentale pour la confier à quelqu'un d'autre. Et puis il y a des cas aussi où l'enfant va vouloir devenir plus rapidement majeur que la loi le prévoit. Vous savez, ça me permet au passage de le dire, qu'on appelle enfant la personne de moins de 18 ans. Donc il y a des jeunes qui sont plus matures à 16-17 ans que d'autres et qui sont apprentis, et qui touchent leur salaire ou qui voudraient pouvoir toucher leur salaire, qui voudraient avoir leur petite mobilette, l'assurer, et leur petit studio qui leur éviterait de faire Macon-Dijon tous les jours, enfin, le classique. Il faut parfois les émanciper avant l'âge. Et bien tout ça, c'est un pan important de la justice qui n'est pas le tribunal pour enfants, qui est le juge de l'affaire familiale pour l'essentiel, et qui va avoir pour objectif de consacrer un statut, le statut juridique de l'enfant personne, qui va instituer le lien entre l'enfant et ceux qui l'ont généré, ou ceux qui vont l'accueillir par l'adoption, et parce que le JAF et le tribunal de grande instance sont ceux qui décident de l'adoption, et qui va ensuite, ce juge, le juge d'affaires familiales, va dire quelle est la loi applicable dans cette famille-là, qui exerce l'autorité parentale, et à titre principal, à titre subsidiaire, et comment on organise si les deux parents ne vivent pas ensemble, ce qui arrive dans malheureusement beaucoup de cas, à peu près 2 millions de gosses, des parents qui ne vivent pas ensemble. On va essayer d'organiser les choses. Voilà. En tout cas, c'est un des pans de la justice qui est totalement ignoré, c'est la justice qui garantit le droit de l'enfant à des parents responsables, à des adultes responsables, à des personnes, le mot exact c'est à personnes responsables, a priori des personnes physiques, et si ce n'est pas des personnes physiques, ça sera une personne morale, notamment l'aide sociale à l'enfance. Et c'est le rôle du juge d'affaires familiales. De tout ça, on n'en parle pas. Là, il y a un enjeu majeur, je vous la fais courte, bien entendu, puisqu'on va être pris par le temps. Il y a un enjeu majeur qui n'a pas été traité par les pouvoirs publics depuis 15 ans, que comme militant associatif on pose de longue date, parce qu'on est aussi des professionnels, qui est le statut du tiers. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui, sont élevés par des tierces personnes, le beau-père, la belle-mère, et on voit des gamins, alors vous le voyez, vous voyez comme moi, t'es qui, toi, t'es pas mon père, va te faire foutre. Non, je suis pas ton père. On pourrait mettre le même registre, bien sûr, sur la belle-mère, c'est kiff-kiff, bourricot. T'es pas ma mère, donc va te faire voir. Bon. Et de fait, il y a une lacune majeure. Rien ne vient dire quel est le rapport de la personne qui vit avec un enfant, qui l'élève comme le sien, non pas que c'est le sien, mais qui l'élève comme le sien, au quotidien, qui l'héberge, qui le nourrit, qui suit sa scolarité, etc. Et on n'a pas osé, alors la gauche n'a pas osé le faire parce qu'elle s'est dit qu'en instituant le beau-père et la belle-mère dans des droits, sinon dans des devoirs, elle allait tuer le père ou la mère. Or, la gauche est accusée de tout, elle peut l'accepter, mais elle ne pouvait pas supporter d'être accusée d'être incompétente sur le plan économique, oui, ça l'a accepté. D'être incapable sur le plan de la sécurité, ça l'a pu l'entendre. Mais alors de détruire en plus sa famille, ça c'était radicalement impossible. Donc la gauche a refusé d'attaquer le problème. C'est, pour te dire, Ségolène Royal, lorsqu'on lui posait le problème, dans les années 2000, elle me disait, sur une veille, des droits des femmes avant le droit des enfants. Je dis, oui, c'est un choix. C'est pas le mien, mais c'est le vôtre. Alors, la droite, elle a bien vu venir le problème, elle a bien vu venir
sous Chirac et après, et surtout sous Sarkozy. Chirac n'a rien fait, mais Sarkozy a vu pointer le problème, qui était de dire on va reconnaître indirectement l'homoparentalité si on reconnaît le statut des beaux-pères et des belles-mères. Donc ils ont gelé le truc. Résultat concret, on peut en penser ce qu'on en veut. Après tout, moi je suis militant, je suis engagé, tout le monde le sait, c'est pas un débat, c'est pas un problème. J'ai des points de vue, je vous donne des éléments d'information, après vous pouvez avoir un point de vue totalement contraire. Hein. Et c'est facile d'avoir des points de vue très marqués sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un problème, qui est le suivant. C'est qu'il y a dans ce pays actuellement 1 million d'enfants qui sont élevés par des beaux-pères et des belles-mères. Et le problème n'est pas les quelques dizaines, de centaines de milliers, ou dizaines de milliers si vous voulez, d'enfants qui ont dans leur univers 2 hommes ou 2 femmes. En d'autres termes, ce qui est choquant, c'est que la gauche au pouvoir prend le problème par le petit bout de la lorgnette alors qu'elle devait le prendre par le grand bout. Moyennant quoi, elle a ouvert une boîte de Pandore et elle ne sait plus comment la refermer. Elle s'est pris les pieds dans le tapis en plus sur le truc. Et c'est pas faute qu'on le lui ait dit. Il fallait prendre le problème sous l'angle le plus large, le plus général. 1 million de gosses qui sont sans adulte de référence. Et il fallait créer le statut du beau-père et de la belle-mère avec un truc très simple consistant à dire le père et la mère séparés de celui qui élève l'enfant exercent les actes fondamentaux de l'autorité parentale, orientation scolaire, sortie de territoire, adoption, patrimoine, ils ont passé des meilleurs, et celui qui élève l'enfant comme le sien, le beau-père ou la belle-mère, exerce les actes de la vie usuelle, l'orientation scolaire quand elle est enclenchée, la signature, le cas échéant du livret scolaire, je viens de chercher à l'école ce soir, tu te coupes les cheveux, tu sors, tu dors pas, tu sors pas ce soir, enfin des conneries de la vie quotidienne. Ça aurait satisfait beaucoup de gens. Allez, le problème n'a pas été réglé. Tout ça pour dire. Alors, dernière chose, sur ce sujet, la justice, elle ne peut pas tout faire. C'est pas elle qui va pouvoir reconnaître le statut du beau-père et la belle-mère. Dans le passé, j'aurais dû commencer par ça, cette justice-là, on va voir dans les autres domaines, c'est vrai aussi, cette justice-là, elle a su être révolutionnaire. C'est elle qui a créé l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Oui, il ne faut pas l'oublier. Et je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure sur le tribunal pour enfants. En d'autres termes, et c'est elle qui aujourd'hui, voilà, j'ai cherché mon exemple, c'est elle qui aujourd'hui, sur l'homoparentalité, quand il y a 2 femmes ou 2 hommes qui élèvent un enfant, et qu'elles revendiquent, si elles sont femmes ou ils revendiquent s'ils sont hommes, d'avoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, c'est pas possible dans la loi, on peut avoir qu'un père, qu'un père ou une mère, on ne peut pas en avoir 2 en l'état. Et les juges ont dû dire, mais si je prends un peu d'autorité parentale à la mère biologique et si je le donne à la compagne de celle-ci, je peux satisfaire celle-ci sans violer la loi. En d'autres termes, on a vu monter la jurisprudence sur la délégation partielle d'autorité parentale qui, quelque part, était une reconnaissance de l'homoparentalité. Allez, on aurait dû continuer, il fallait y aller. Et on voit une nouvelle fois ce qu'il en est des promesses électorales qui sont faites sans réflexion. Voilà. Allez, je termine. Pour montrer que je ne tape pas que sur la droite, je tape aussi sur la gauche. Alors, deuxième, à l'autre bout du spectre, pour ensuite revenir sur ce qui va permettre à mes amis qui sont présents de prolonger pour ce qui les préoccupe et ce qui les intéresse fondamentalement. À l'autre bout du spectre, il y a une intervention de la justice qui est relativement qui est majeure, mais qui est totalement méconnue, ou relativement méconnue, sauf quand il y a des affaires et lorsqu'il y a des scandales, c'est le rapport de la justice avec les enfants victimes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes d'infractions, comme n'importe qui peut être victime d'infractions, ils peuvent se font voler leur téléphone, ils se font, je sais pas quoi, agresser, renverser, un accident de la circulation, j'en passe des meilleurs. Le fait qu'ils soient enfants n'a rien à voir avec l'infraction dont ils ont été victimes. Le fait qu'ils soient enfants peut avoir peut-être plus de conséquences ou moins de conséquences pour eux que pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est relativement neutre et ce n'est pas à l'origine de la délinquance. Mais il s'avère aussi que souvent, c'est la victimologie, des enfants vont être victimes d'infractions parce que ce sont des enfants. Alors, d'abord, on sait que souvent des enfants s'attaquent aux enfants. Ils ne vont pas s'attaquer à David Douillet ou à moi dans la rue. Ils vont s'attaquer plutôt à un gamin ou malheureusement parfois à des personnes âgées. C'est quand même pas piquer des hannetons. Alors là, il faut être d'une sévérité absolue quand on voit des petits gamins de 12, 13 ou 14 ans qui attaquent des personnes âgées dans la rue. Enfin bon. Mais ça arrive. Et ça risque d'arriver encore plus fréquemment qu'on ne le croit. Mais en tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que beaucoup d'enfants vont être victimes d'infractions du simple fait qu'ils sont enfants. Le fait qu'ils soient enfants va générer l'infraction, va faciliter l'infraction, va la rendre encore plus grave, etc., etc. Donc petit à petit, avec la difficulté
à laquelle on a rapidement été confronté, c'est que ces enfants victimes, qui sont souvent d'ailleurs par ailleurs des jeunes filles, en matière sexuelle notamment, pas seulement des jeunes filles, mais souvent des jeunes filles, ils cumulent 3 handicaps pour la justice. Premièrement, le fait d'être enfant. Alors je vous rappelle que le mot enfant, ça veut dire incapable de s'exprimer, pas crédible. Si vous voulez, je vais très très vite, bien sûr, on reviendra sur les questions après, c'est le débat sur Outreau, hein, les enfants qui auraient menti, ce qui est faux d'ailleurs. Ils ont menti, mais ils ont menti à la hauteur de l'incompétence des adultes qui les ont interrogés. Parce qu'ils ont été victimes, tous ces gosses. Alors après, ils ont raconté, en plus, une partie du discours des adultes, mais c'est les adultes qui les ont interrogés, le policier qui n'était pas formé, le juge qui était incompétent, le procureur qui ne voyait pas une... bon, puisque c'est enregistré, je vais être moins... en tout cas, il y a eu des fautes qui ont été commises, fautes dans l'enquête de police, fautes dans l'enquête judiciaire, faute de la part des experts, faute de la part des journalistes, faute de la part des avocats, il ne faut quand même pas oublier tout ça, faute au niveau de base, faute au niveau de la cour d'appel. Enfin bref, on a cumulé les conneries, mais il n'empêche que les gamins, ils ont quand même été victimes. Et quand on vient dire aujourd'hui que les enfants ne sont pas crédibles, ce qui est en ce jour, regardez, peu de temps après l'affaire d'Outreau, il y a eu l'affaire d'Angers, bien plus grave que l'affaire d'Outreau. Simplement, Outreau était relié à l'affaire belge. Angers, personne n'en a parlé. Mais elle était bien plus grave par le nombre d'enfants concernés, beaucoup d'enfants qui étaient suivis par l'aide sociale enfance. On aurait dû voir normalement ce qui se passait à Angers bien plus tôt. Elle a été gérée remarquablement par des policiers qui ont appliqué les protocoles qui avaient été mis en place avec la loi de 1998. Elle a été appliquée, la loi a été remarquablement appliquée par les magistrats du parquet et du siège, 2 juges d'instruction. Le président de la cour d'assises a expliqué les choses aux gamins, il les a repris. Enfin bref, il n'y a pas eu d'affaire d'Angers comme il y a eu une affaire d'Outreau. Ce qui veut bien dire, alors ce qui est marrant, c'est que quelques mois avant, on nous dit Outreau, il faut changer la loi, et avec Angers, on dit la loi s'applique bien. Ben oui, c'est un problème de formation professionnelle et de compétences des professionnels, rien d'autre. Alors, 3 difficultés quand un enfant est victime. Le fait d'être enfant, a priori, il n'était pas crédible, et aujourd'hui, il est discrédité. Le fait d'être femme, on nous dit, vous savez que les femmes sont des incapables, qu'il a fallu attendre 1985, une loi Badinter, pour que l'homme et la femme soient égaux en droit et en devoir dans le couple, et notamment qu'ils soient égaux dans l'éducation des enfants. 1985, je vous rappelle. Hein. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre 1995, jurisprudence de la Cour de cassation en 2005, pour que le viol entre époux soit condamné. Hein. Bon, bref, nos femmes sont des êtres un peu futiles, un peu fragiles, qu'il faut protéger contre elles-mêmes et contre autrui. Est-ce que c'est totalement faux? Ça, c'est un autre débat que vous pouvez inscrire à vos soirées pour l'an prochain. En tout cas, c'est un vrai débat, mais c'est une réalité que, souvenez-vous des combats d'Yvette Roudy, à l'époque, on lui disait, une femme qui était violée, une bonne douche, et il n'y a pas de problème. C'est vrai, tout ce que je dis est absolument vrai. Donc c'est être femme et se faire rendre justice, c'est le débat sur les femmes battues actuellement. Bon, c'est pas facile. Et les victimes, troisièmement, les victimes n'ont pas de place dans le procès judiciaire. Pourquoi? Parce que historiquement parlant, l'État français, la royauté d'abord, la République ensuite, s'est constitué sur un certain nombre de fonctions régaliennes, notamment celui de rendre justice contre les suzerains et contre les responsables de fief. Enfin, l'État français s'est créé comme ça. Tiens, je vais même vous donner rappeler une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est un truc historique, un décret de 1640 et quelques qui disait, le roi disant aux parents de France, si vous avez des problèmes avec vos gosses, je vous rappelle que les gosses, à l'époque c'était 25 ans pour les filles et 30 ans pour les hommes, hein. Si vous avez des problèmes avec vos gosses, venez me voir et je résous le problème. Si c'est un noble, je mets le garçon à la Bastille et la fille, je vous autorise à mettre au couvent. Si vous êtes bourgeois, je vous envoie vos gosses aux colonies, et si c'est des prolos, je les envoie aux galères. C'est un décret de classe assez extraordinaire. Mais laissons le côté classe, qui aurait bien fait plaisir à Marx, mais le plus intéressant, c'est pas ça. C'est que l'État venait dire, on passe un deal, reconnaissez mon autorité, et j'assurerai la vôtre. Et toute l'histoire, quand on y regarde bien, de la justice en France, c'était ça. De la justice publique par rapport à la justice privée, ce qui nous différencie par rapport aux États-Unis. Et donc, la victime, elle doit venir dire ce qu'elle a supporté, on la presse pour qu'elle donne tout ce qu'elle a supporté, puis après on l'expulse. Regardez l'architecture des palais de justice, la place qui est réservée, y compris dans un palais de justice comme Bobigny, qui est ultramoderne, il n'y a pas de banc pour la victime. On a rajouté 2 chaises. Je vous jure, c'est fantastique, ça mériterait une photo.
outre que le palais de justice est séparé de l'autre partie de la ville par une passerelle, c'est le pont-levis, le château, le pont-levis. Le peuple n'est pas prêt de prendre la justice à Bobigny, mais les victimes n'ont pas leur place dans le procès. Alors, être de sexe féminin de moins de 18 ans et victime, c'était pas facile. Alors, je vous la fais très courte, mais grosso modo, nous avons mis 50 ans environ, avec une accélération dans les 30 dernières années autour de la réflexion sur les droits des enfants, et notamment avec la Convention internationale sur l'enfant. C'était le rôle du Conseil français des associations des droits des enfants que je présidais, et puis bien sûr de plein d'autres associations qui ont milité et qui ont fait leur boulot pour s'engager sur deux grandes pistes. La première piste, c'est d'avoir un droit pénal spécial pour les enfants victimes. C'est-à-dire, par exemple, créer des infractions spécifiques pour les enfants. Et pas seulement sur les enfants physiques, mais sur la représentation même de l'enfant. Vous savez pas que, par exemple, celui qui détient sur son ordinateur des dessins d'enfants, des dessins représentant des enfants, pardon, des dessins représentant des enfants dans des poses pornographiques, est aussi punissable que s'il avait des vraies photos de vrais enfants. En d'autres termes, c'est pas tel ou tel enfant qui est protégé, c'est la représentation de l'enfant qui est protégée. Donc, on a tout un droit, je l'explique dans le bouquin, là, j'ai pas le temps de le faire, bien sûr, je vous le fais à toute vitesse. Il y a une flopée de dispositions juridiques, pénales, bien sûr, qui, en plein et en creux, dessinent le statut des enfants en garantissant l'enfant un environnement familial protecteur, un environnement social, un environnement, je veux dire, culturel. Et il y a toute une série d'infractions qui ont pour fondamental le fait qu'on s'attaque à quelqu'un qui a moins de 18 ans. Et puis dans d'autres affaires, dans un autre domaine, là, le fait d'user d'autorité est une circonstance aggravante. Je vous la fais très très courte, sur tout ça. En d'autres termes, on a essayé d'avoir un droit pénal qui vienne spécialement prendre en compte le fait que parmi les victimes, il y avait des enfants qui étaient victimes du simple fait qu'ils étaient des enfants. Et puis deuxièmement, on a mis en place petit à petit, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Je vous ai cité une des lois fondamentales que nous avions obtenues et qui s'appelle la loi Guigou, la loi du 17 juin 1998, mais en réalité qui a été élaborée, qui est nourrie de la pratique d'un centre de professionnels, les policiers, les gendarmes de la Réunion, les policiers, Carole Mariage et autres, de Gif-sur-Yvette, la militance des associations que je coordonnais à l'époque. Enfin, bref, je vous la fais courte, là encore, mais on a réussi à obtenir une loi qui, j'allais dire, en matière procédurale, veille à la prise en compte de l'enfant. Un enfant précipité dans la justice, ce n'est pas un adulte précipité dans la justice. Là encore, je prends 2 ou 3 exemples à toute vitesse. On a reculé, par exemple, le délai de la prescription. C'est trop facile pour un père de famille de dire « Ma fille m'appartient jusqu'à 18 ans, sinon jusqu'à 21 ans. En 1974, la majorité était à 21 ans. Ma fille m'appartient, j'ai le droit d'en user et d'en abuser. » Et nous, on lui disait « Oui, mais le jour des 21 ans, on vous le fera payer. » Le seul problème, c'est que la victime, elle, ne se réveillait pas le jour des 21 ans, qu'il pouvait y avoir prescription des faits. Bon, bref, là encore, je la fais très très courte. On a, petit 1, fait partir la prescription du jour de la majorité. Et deuxièmement, on l'a porté de 10 ans à 20 ans. En d'autres termes, jusqu'à ce que la jeune fille, ou le garçon, ait 41 ans, il a la possibilité de, j'allais dire, dénoncer et de faire condamner pénalement. Il faut apporter la preuve, ce qui est autre chose. Mais avec des grandes surprises. Je vous donne un exemple très concret. J'ai été amené à juger un jeune homme qui avait 33 ans au tribunal pour enfants. J'ai été amené à juger quelqu'un qui avait 33 ans parce que quelques années plus tôt, alors qu'il avait 14-15 ans, il avait agressé une jeune fille. Alors l'affaire est doublement intéressante par rapport à mon propos. Elle est intéressante par rapport à mon propos, puis elle va être intéressante par rapport à une autre idée. C'est que la jeune fille vient porter plainte alors qu'elle a 17 ans et demi, et on lui dit « Mademoiselle, c'est fantastique », et je vous jure que c'est vrai, puisque j'ai vu le document écrit dans mon dossier. Donc elle vient dire qu'elle a été violée lorsqu'elle a été confiée à l'aide sociale en France, qu'elle avait 8-9 ans, etc., et qu'elle a fait beaucoup de tentatives de suicide, qu'elle a fait une psychothérapie, que ses psychothérapeutes l'ont convaincue d'aller porter plainte. Elle vient enfin porter plainte, et le jour où elle vient porter plainte, on lui dit « Mademoiselle, vous avez moins de 18 ans, il faut que vous soyez accompagnée de vos parents ». Alors, si jamais vous retenez une seule chose de ma conférence, entre guillemets, ça me fait toujours marrer de faire des conférences, de dire que je fais des conférences, c'est que n'importe qui a le droit de porter plainte. Et des gosses de moins de 18 ans ont le droit d'aller dans tous les commissariats de France et de Navarre pour porter plainte. Bien entendu, ils ont intérêt à pas dire des conneries, mais ils ont le droit de porter plainte. On n'a pas l'obligation d'être accompagné par un adulte, y compris par ses parents, pour aller porter plainte. Va-t-il pas que les policiers viennent dire à cette jeune fille « Revenez avec vos parents ».
Et mon père, ça fait des années qu'il m'a abandonné. Et ma mère pense que je suis une pute. Alors de là à venir porter plainte avec eux, bon. Toujours est-il, et c'est là où l'histoire devient intéressante, déjà elle est intéressante de ce premier point de vue, mais elle est encore plus intéressante par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante, c'est que, bon, allez, la plainte finit par être enregistrée, les policiers retrouvent le jeune homme, et le jeune homme ouvre la... C'est une image, j'y étais pas bien évidemment, il ouvre la porte en disant « Ouf, vous arrivez enfin, enfin elle a parlé. Enfin je vais pouvoir être puni, enfin on va pouvoir passer à l'affaire suivante. » On aurait pu se dire « Pourquoi il n'est pas allé lui-même se dénoncer ?» Pas pousser le bouchon, même Cahuzac n'est pas allé se dénoncer lui-même. Bon, il y a quand même des limites qu'on saurait franchir sans les dépasser. Il n'empêche qu'à un certain moment donné, la vérité finit par éclater, pas toujours quand il y a Mediapart. Voilà. Donc là, en l'espèce, le jeune homme a reconnu 15 ans, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, que les faits étaient vrais, et j'étais amené à le juger au tribunal pour enfants. Allez, je finis sur tout ça, je vais vous prendre un autre exemple pour illustrer le propos de choses qu'on a dû faire, mais là encore, je vais vous le montrer, pour montrer que ce n'est pas tombé du ciel, que c'était un combat. Vous savez qu'en matière sexuelle, notamment, beaucoup d'Occidentaux, de Japonais aussi, mais d'Occidentaux, vont pratiquer ce qu'on appelle du safari sexuel dans un certain nombre de pays. Est-ce que tel bâtonnier, son nom m'échappe, ça me revient tout à l'heure, tel bâtonnier qualifiait de crime contre l'humanité, notamment aux Philippines, où il y a 1 million de gosses qui sont prostitués. Et des copains à moi qui sont allés aux Philippines en sont revenus dégoûtés au bout de 2 ou 3 jours en disant on ne veut pas cautionner ce genre de truc. Bon. Certains cautionnent et certains pratiquent. Le problème, c'est que pour être punissable en France, il fallait plaindre de la victime. Tu parles, vous voyez, le gamin ou la gamine dans le bordel thaïlandais veut dire porter plainte à Paris. Bon, deuxièmement, que les parents portent plainte. Ils ont vendu leur gosse en sachant de quoi il s'agit pour avoir quelques roupies. Enfin, je ne sais pas si c'est pas des roupies, mais enfin, un petit peu d'argent. Ils ne vont pas aller porter plainte à Paris. Bon. Donc, il a fallu que nous votions une loi. Elle a été adoptée. Alors, mon beau-frère y est pour beaucoup. Parce qu'il a piégé ses petits camarades de droite qui n'étaient pas d'accord. Oui, il y avait un sénateur qui disait « Alors si je comprends bien, mon fils qui est navigateur au long cours ne pourra plus faire étape. » Mon beau-frère lui dit « Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais si vous maintenez votre position, chers collègues, vous voulez bien qu'on le note au procès-verbal ?» Maintenant quoi, il a emporté la voix qui a permis de faire basculer la loi. Voilà. Donc de faire la loi. Puis après, on l'a accentué. En d'autres termes, une bataille familiale, pour le coup. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ça a été un combat pour que soit punissable en France des faits commis par des Français sur des enfants, et qu'il y ait, j'allais dire, une mondialisation, sinon une internationalisation de la prise en compte des enfants. Et bien entendu, c'est pas moi qui vais être utopique et dire que ça a empêché la prostitution en Thaïlande ou aux Philippines. C'est pas moi qui vais le dire un seul instant. Mais c'est le problème des droits de l'homme. Des combats, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et puis certains finiront peut-être le film un jour. En tout cas, pas nous. Mais il faut quand même avancer. Alors tout ça pour dire qu'il y a toute une justice qui se consacre à consacrer, à reconnaître que des enfants étaient victimes. C'est le tribunal correctionnel, c'est la cour d'assises, avec un droit pénal spécial, avec un droit procédural. Toute chose que l'immensité de nos parlementaires, sinon de nos contemporains, ignore. Pour terminer mon propos, puisque je vais commencer à être un petit peu long, puis je n'ai pas fait démarrer mon truc, sur le cœur de cible, qui n'est pas le cœur de cible, mais c'est la représentation que les gens s'en font du rapport des enfants à la justice. Effectivement, le tribunal pour enfants a cette caractéristique qu'il intervient à la fois pour les enfants en danger et pour les enfants délinquants. 2 ou 3 mots sur chacun de ces aspects. Sur les enfants délinquants, historiquement parlant, ça a été le début du rapport des enfants à la justice avec cette idée qu'on ne pouvait pas réagir à la délinquance des jeunes comme on réagissait à la délinquance des adultes. Ils n'ont pas la maturité des adultes. Et puis, comme disait Pierre Bellemare dans une célèbre émission qu'il animait à un moment donné, il y a toujours quelque chose à faire. En d'autres termes, les choses ne sont pas totalement râpées pour les enfants quand elles le sont pour les adultes. Ce qui est faux d'ailleurs. Parce qu'en réalité, la vie est un combat et tant qu'on n'est pas mort, on a encore, Essel ou d'autres, la possibilité de faire un certain nombre de choses. En tout cas, ça c'est l'approche judéo-chrétienne, et de temps en temps, l'approche l'approche chrétienne, elle a quand même un bon fond. Ça c'est le laïc qui parle. C'est le laïc. Bon. Alors, en tout cas, toujours est-il qu'on s'est dit en 1912, et on a commencé à se dire en 1912, peut-être que l'enjeu, ce ne serait pas seulement de sanctionner l'acte, mais de créer les conditions pour que demain,
le même jeune ne soit pas en situation de recommencer les choses, à partir d'un risque qui est très très simple, hein, qui est purement matériel. On le sait tous, lorsqu'on a un plomb qui saute, si on ne regarde pas où est le court-circuit, ou pour mettre un plomb, il va savoir sauter. Donc le principe du circuit, l'analyse systémique, c'est un élément assez important. Et quand on voit le taux de récidive en sortant de prison, on voit bien qu'il y a intérêt à essayer de faire autrement. Et ça reste un débat d'actualité, les propos de Mme Taubira sur la délinquance des adultes en général. En tout cas, en 1912, on a introduit monsieur, si je puis me permettre, enfin son ancêtre, en disant il faut s'inscrire dans la durée et il faut s'inscrire dans la transformation de la personne. On a inventé le travail social. Les éducateurs, c'était à l'époque le délégué à la liberté surveillée, va recevoir mandat de transformer le jeune par rapport à sa situation. 1945, bien sûr, on a accentué le processus avec une administration, la direction de l'éducation surveillée dont est issue la protection judiciaire où vous travaillez. Deuxièmement, un texte spécifique, l'ordonnance de 1945. Et troisièmement, un magistrat dédié, le juge pour enfants, qui à l'époque est choisi en fonction de son intérêt. Aujourd'hui, on son intérêt. 17,5, c'est plus que 14, je vous le concède. Mais 17,5, c'est moins que 20. Et en tout cas, ce n'est pas les 25 que nous promettait Chevènement dans une émission de Soir 3 à laquelle j'ai assisté, où il disait n'importe quelle connerie comme ministre de l'Intérieur. Et il disait aussi qu'on ne pouvait pas incarcérer un mineur avant 18 ans. Alors, il yoyotait de la touffe avant d'aller voir Dieu. Oui, parce qu'il savait que le grand tournant de la gauche sur ces questions, c'est le voyage de Chevènement auprès de Dieu. Ah oui, en décembre 98, il a fait un voyage. Et là encore, ce qui me fait dire, j'ai un très bon slogan, consiste à dire Chevènement ment, quand il nous dit que Dieu existe. Dieu n'existe pas. Et lui, il croit l'avoir rencontré. Et en descendant de son retour d'avoir vu Dieu, il est revenu avec cette idée fondamentale de créer des centres éducatifs fermés pour mineurs. Et là, il s'est cassé le nez sur Jospin, en oubliant l'histoire de Jospin, parce que l'histoire familiale est importante. Papa Jospin était éducateur. Et Jospin avait, dans toute sa vie, fréquenté des gosses qui étaient en gosses en danger. Et Jospin s'est dit, moi, des gosses en tôle, non. Des centres éducatifs, peut-être, mais en tout cas pas des centres éducatifs fermés. Donc dans cette période-là, il y a eu une résistance sur les centres éducatifs fermés. C'est amusant de voir le programme de Hollande par rapport au programme de Jospin. Puisque je vous rappelle que le programme du candidat Hollande sur la justice, c'est doubler les centres éducatifs fermés. Ce qui est un peu court. C'est un peu léger quand même. Alors en tout cas, pour revenir aux fondamentaux, la délinquance des mineurs a certes augmenté en quantité, mais comme la délinquance des adultes a augmenté, elle a moins augmenté en quantité que la délinquance des adultes. Ça, c'est le point important. Il n'empêche que, tout ça c'est du pipeau, c'est pas le plus important. Dans la réalité, ce qui est important, c'est que la délinquance des jeunes, comme la délinquance des adultes, mais la délinquance des jeunes, est bien plus violente qu'elle l'était au temps jadis. En d'autres termes, pour prendre un exemple qu'un de mes amis éducateurs prend, on ne se contente pas d'arracher le vélo, on arrache le type qui est dessus. Alors c'est les vols à l'italienne avec la vitre qui est brisée, les femmes qui vivent ça comme une agression, quand on vient leur piquer leur sac à main, ils voient arriver une... Alors je ne vais pas prêter au racisme, etc., mais enfin ils voient arriver une main pas seulement velue, mais un peu noire, un peu ceci, un peu cela. Quelque part, ça fait... Je pense dans la banlieue parisienne, hein, bien sûr. À Mâcon, elles sont toutes blanches, bien évidemment. Enfin, j'en sais rien. J'en sais fichtrement rien. En tout cas, ces agressions, alors ces agressions physiques, c'est les agressions verbales, c'est bien sûr aussi les agressions sexuelles. On ne peut pas négliger toutes ces dimensions-là. La caractéristique moderne, et là encore, je vous la fais très courte, il faudra aller bien plus loin, même s'il faut réintroduire les propos de Laurent Mucchielli, qui dit qu'il y a une manière artificielle de qualifier de violence des choses qui n'étaient pas. Par exemple, les seuils de tolérance se sont abaissés. Un gamin qui prend comme ça un téléphone portable, on parle de violence. Bon, ok. Il n'empêche, allez, Laurent, il a raison, mais il n'empêche que globalement, les gamins n'hésitent pas, j'allais dire, à user de la violence, sinon en abuser. Ils passent à tabac à n'importe qui. Pour prendre un exemple très concret qu'on a pu connaître à Bobigny, un coup de couteau dans le cœur pour une montre, et les gamins qu'on a vus au moment du renouvellement de la garde à vue, ils étaient interloqués quand on leur a dit que le gamin, avec son couteau dans le cœur, il était mort. Parce que pour eux, avec les Game Boy, il devait revivre, quoi. Et là, Chevènement avait raison, pour le coup, quand il disait que les gamins sont dans un monde artificiel. Ils sont dans un monde irréel. La mort, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ils ne voient pas les conséquences des actes qu'ils peuvent poser, qui vont être dramatiques. Allez, tout ça pour dire qu'effectivement, dans la dernière période, c'est-à-dire les années 90, on constate augmentation en quantité, augmentation en durcissement de la délinquance des jeunes,
qui appelle donc la société à une réaction et la justice à sortir du débat pépère dans lequel elle était. À l'époque, elle était focalisée sur les enfants en danger, hein. Les enfants en danger physiquement, c'était le rapport de la Fondation pour l'enfance. Et puis on s'est aperçu que les enfants n'étaient pas seulement maltraités à la maison, mais qu'ils étaient maltraités dans certaines institutions, que les maltraitances n'étaient pas seulement physiques, mais qu'elles étaient sexuelles. C'est tout le débat avec le rapport Strauss, et puis tous les travaux qui ont été menés avec Rachida Dufoy, enfin, à l'époque c'est moi qui faisais les circulaires, avec Madame Dorlac, j'en passe, et après avec Martine Aubry. Toute la décennie des années 80, on était focalisé, la société était focalisée sur notre dispositif de protection de l'enfance n'est pas aussi bon qu'on le dit, et on a réalisé à ce moment-là que dans le même temps, la délinquance était en train d'augmenter, et fin des années 80, début 90, les maires ont fini, c'est des bonnes maisons et les autres, ont fini par tirer le signal d'alarme. Le signal d'alarme a été entendu par les politiques, au niveau national, par les procureurs de la République, et on a inventé, à ce moment-là, à loi égale, ce qui prouve bien que ce n'était pas la loi qui était en cause, à loi égale, on a inventé de nouvelles pratiques dans les tribunaux, le travail en temps réel, c'est-à-dire on est connecté directement avec les commissariats, on n'attend pas que la procédure papier soit faite au bout de 2 ou 3 mois. Deuxièmement, on a inventé le traitement autonome par rapport au juge. Aujourd'hui, vous savez pas, 65% de la délinquance juvénile est traitée directement par le procureur de la République et non pas par les juges. Il n'y aura pas de juge qui interviendra. Dans 65% des cas, c'est le procureur de la République qui va intervenir. Comment il va intervenir? Par la menace, par la peur. Si tu continues, je te fais mettre en prison. Et c'est con, mais c'est que ça marche. Pour des gamins qui sont en déshérence d'autorité, ça peut marcher. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche dans 80 cas, dans 90 cas sur 100. C'est bon déjà, pour les primo-délinquants. Mais reste les 10%, les 20% pour lesquels ça ne marche pas. Alors là, il faut monter au rayon supérieur, avec analyse systémique, thérapie familiale, éducateur, PJJ. Enfin là, il faut passer la surmultiplier. Et ça va prendre 3 ou 4 ou 5 ans de travail social, de travail judiciaire, pour éradiquer le crime. Alors tout ça pour dire, et pour en terminer sur ce point-là, que effectivement, remobilisation à partir des années 90 et quelque part critique fondamentale, accentuée sur le plan politique, pour des raisons politiques, puisque vous savez que la délinquance, c'est grosso modo le thème de pré-campagne électorale, et de campagne électorale, sauf la dernière, mais de pré-campagne électorale, et dès que les lampions de la campagne électorale s'éteignent, on n'en parle plus, quoi. Actuellement, on n'en parle quasiment plus. On entretient un peu le feu, mais on n'en parle pas. Mais en tout cas, de manière très virulente, avec Chirac, avec Sarkozy notamment, il y a une attaque frontale sur ce thème-là, avec la surenchère du Front National. Enfin, peu importe. Peu importe toutes ces raisons, vous le savez aussi bien que moi. Le résultat concret, c'est qu'il y a une interpellation fondamentale qui a été faite de la justice avec cette idée: il faut non plus se préoccuper des enfants délinquants, il faut faire la part du feu, il faut les punir, mais la droite, elle n'est pas répressive, elle n'est pas obligatoirement répressive, elle pense que c'est la menace de la répression qui suffira. Elle est utopique par certains côtés, elle est marrante d'ailleurs, elle est très très marrante, elle est tout à fait complètement conne, bien entendu, elle est à côté de la plaque, puisque les adolescents prennent tous les adultes pour des cons, donc vous les menacez, ils vous prennent pour un con, vous m'arrêterez jamais, et deuxièmement, on le lui dit en plus à la télévision tous les soirs, on lui dit que nous sommes compatissants. Et que de toute façon, au dernier moment, on va céder. Donc ce n'est pas la menace de la sanction. Au passage, ça c'est le cœur du rapport Varinard de 2008. Hein. La menace de la sanction doit suffire à prévenir les passages à l'acte. Si c'était aussi simple, c'est le même débat que sur la peine de mort. Hein. L'existence de la peine de mort va empêcher les crimes. On sait bien que c'est plus compliqué que ça. Alors en tout cas, il y a une orientation fondamentale qui a été prise. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je le décris un peu dans le bouquin ou dans autre chose, mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je vais être bien trop long. Il y a une orientation fondamentale qui a consisté à dire, par défiance au travail social, il faut des réponses rapides, il faut des réponses fermes, il faut des réponses d'autorité, il faut des réponses en termes de contraintes. Et il est de fait qu'un certain nombre de gosses, et je l'ai dit moi le premier, donc je ne veux pas, parmi les premiers, donc je n'ai pas d'état d'âme à avoir, et j'assume, que des gamins qui roulent à 150 à l'heure avec un moteur de 2 chevaux, si vous ne les arrêtez pas rapidement, ils vont péter une durite. Jusqu'à ce que quelqu'un dans la salle me dise qu'il n'y a pas de durite sur les 2 chevaux. Je ne suis pas allé vérifier. Mais l'image était belle quand même. Il y a une durite sur ça. Je m'en fous, ça n'a quel intérêt. Mais tout ça pour dire que si on ne plaque pas aux jambes un gosse qui est engagé dans une fuite en avant, on le sait tous, il va pousser encore plus loin. Donc c'est vrai qu'il faut contenir
La prison peut être le lieu de contenance. Le travail social peut être aussi. Mais est-ce que pour autant, il faut transformer les centres éducatifs, ça va vous permettre d'avancer tous les deux après sur ce sujet, est-ce qu'il faut transformer les centres éducatifs en pseudo-prison? C'est ça le débat qui est posé. Moi, je dis non. Je fais partie des rares magistrats qui osent dire, ça je revendique jusqu'au bout, je l'ai toujours dit, je le dirai, quand un gosse mérite d'aller en prison, il faut le lui dire. On ne peut pas dire à un gosse, tu as fait un fait grave, ne pas le mettre en tôle. Ce gosse que j'ai vu, qui est devenu fou, parce qu'il avait tué son frère dans le cadre d'une bagarre à la maison, il ne voulait pas aller en foyer parce que sa mère faisait une nouvelle dépression nerveuse. Il va jouer avec son frère il va se disputer avec son frère. Bon, jouer, absolument inadapté. Se disputer avec son frère dans la chambre de son frère, qui était collectionneur d'armes. Voilà-t-il pas que l'une des armes, il joue avec, elle était chargée, il tue son frère. Accident. Accident. Condamné avec 3 mois à prison avec sursis. Il m'a dit, le gosse, j'ai jamais été puni, moi. Il n'avait pas tort. Il lui fallut le mettre en prison. Il fallait le mettre en prison 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. J'en sais rien. Pour lui dire, on a estimé que ça valait 10 jours. Et tu as été puni. Alors maintenant, passe à autre chose. Et tu ne deviens pas fou. Parce que moi, j'ai vu un gosse qui commençait à devenir fou et qui attendait la punition. Donc je fais partie des gens qui disent, et les prisons de France sont dégueulasses, c'est pour moi qui vais dire le contraire, malgré les efforts des gens de la pénitentiaire, c'est pour moi qui dis qu'il faut mettre nos gosses en prison. Mais il y a des moments quand un gosse viole, qu'il agresse, qu'il tue, il faut si vous ne le punissez pas, il va devenir fou. Et puis vous ne pas dire c'est grave en disant tu rentres à la maison. Enfin, c'est mon yoyote de la touffe, là encore. Bon, un gamin qui est sur un trafic de drogue important, qui est donc dans un dispositif mafieux. On ne peut pas le laisser rentrer à la maison le soir même quand il a été arrêté. Personne ne comprendra. Lui ne comprendra pas. Le réseau va se réjouir, bien évidemment, mais les gens du quartier ne comprendront pas. Alors, en d'autres termes, la prison a sa place, une place limitée, mais une place réelle. Il faut observer qu'aujourd'hui, il y a 8000 jeunes en prison. Il y a 800 jeunes en prison. Là, dans l'instant où on parle, il y a 800 jeunes en prison. Chaque année, il y a 6000 peines de prison qui sont prononcées. Bon, donc, on n'est pas dans le laxisme, contrairement à ce que les gens croient. Pour autant, il est vrai, et on vous prolongerait tout à l'heure quand vous le voudrez sur ces points-là, que entre aller en prison et rentrer à la maison, il peut y avoir des alternatives, enfin d'autres possibilités, et notamment des prises en charge cadrantes, le cadre ne se faisant pas à travers les murs, mais à travers la présence éducative. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que des hommes et des femmes, et pour être provocateur, des hommes, parce que les gamins, regardez bien, dans leur univers, ceux qui nous préoccupent, ils n'ont pas d'hommes, hein. Ils n'ont que des femmes. Et puis encore en plus, l'enseignante est femme, le médecin est femme, le procureur est femme, et le juge est femme, et l'éducateur est femme. À mon âge, j'adore, mais à leur âge, ils en ont ras-le-bol. Il faut appeler les choses par leur nom. Bon. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et ce n'est pas du tout du machisme de ma part que de dire qu'il faut se donner les moyens par rapport à des situations. Donc ces gamins, il faut inventer pour eux des démarches de contrainte où on va les tenir sans pour autant transformer un foyer en prison. C'est le débat sur les centres éducatifs fermés qu'on a à l'heure actuelle. Et par ailleurs, un centre éducatif fermé, c'est qu'un instrument. Je dis souvent, là, j'en ai pas. Avec un stylo, j'en ai pas. Avec un stylo, qui a un bic ou qui a un Mont Blanc, parce que j'ai les deux, on peut écrire un chef-d'œuvre ou une merde. C'est pas le stylo qui est en cause, c'est ce que j'ai envie d'écrire avec. Donc, un centre éducatif fermé, avec quel objectif? Avec quelle finalité? C'est que le maillon d'une chaîne. Si après le centre éducatif fermé, ça dysfonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est toute la chaîne qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que la gauche est un peu courte en disant je vais améliorer la justice des mineurs en doublant le nombre de centres éducatifs fermés. D'abord, elle n'a pas les moyens. Et deuxièmement, ce n'est pas un but. Alors tout ça pour dire, et pour en terminer sur ce sujet-là, qu'on sort d'une période d'interpellation majeure de la justice sur une dizaine d'années, avec un recentrage de la justice sur la délinquance des mineurs, et notamment de la PJJ, et on aurait souhaité ensuite que ce soit le juge pour enfants qui lui-même se consacre uniquement aux enfants délinquants, et la partie assistance éducative dont je vous parlais très rapidement serait partie au juge d'affaires familiales. Ça s'est arrêté net là avec 2012. La question est, la page est encore blanche, on ne sait pas ce que va écrire le futur. Je ne suis pas en train de vous annoncer un remaniement, puisque je ne suis pas au courant, mais je ne sais pas ce que le gouvernement va pouvoir écrire, en sachant qu'il est obligé de faire une loi pour le 1er janvier 2014, parce que s'il ne fait pas une loi pour le 1er janvier 2014, c'est la loi sur les jurés citoyens qui continuera à s'appliquer. Ça veut dire que la loi 2011 prévoit qu'il y a des tribunaux correctionnels pour mineurs pour les plus de 16 ans récidivistes, dans lesquels il y a au moins un juge pour enfants, mais il y a 2 juges qui ne sont pas 2 juges spécialisés, mais qui doivent avoir, à partir de 2014, 2 juges citoyens. L'idée étant, pour le gouvernement Sarkozy de l'époque,
il faut mettre en minorité le juge pour enfants par rapport à 2 juges autres, mais il faut accentuer cette minorité en noyant le juge des enfants parmi 2 juges professionnels non spécialisés, donc qui seront moins compatissants pour les gosses. La réalité démontre absolument le contraire, mais ce n'est pas grave. Mais en plus, 2 jurés citoyens, dont la réalité d'ailleurs démontre que venir juger en catastrophe des gosses, monsieur le juge, je préfère vous laisser vous prendre la décision. Bon, voilà. Or, donc il faut absolument une loi pour le 1er janvier 2014, applicable au 1er janvier 2014. Alors, est-ce qu'effectivement, cette loi, elle va... L'enjeu politique, c'est le suivant. Est-ce que cette loi, elle va reprendre la dynamique 1912-1945 avec un droit pénal spécial pour les mineurs qui soit conforme à nos analyses, qui soit historique, hein, qui soit, mais j'admets qu'on puisse ne pas être d'accord, hein, qui soit conforme à l'ordre international, notamment la Convention internationale sur le droit de l'enfant. Ça, c'est la question qui va être posée. Et quelle place va jouer la PJJ dans ce dispositif? Est-ce que la PJJ va être noyée dans la pénitentiaire? Ce qui est aussi une des possibilités demain. C'est-à-dire qu'on a un grand service du ministère de la Justice qui s'occupe du social, ceux qui prennent en charge physiquement à travers la prison ou à travers des centres éducatifs fermés, et ceux qui travaillent dans la rue et qui travaillent en suivant les familles. Tout ça, relevant de l'administration pénitentiaire, ça nous ramènera à 1911. Voilà. Un détail historique. Alors, je la fais courte, si j'étais abscon, on y reviendra tout à l'heure. Pour en terminer sur le dernier point, la justice avec les enfants en danger. Effectivement, donc 1958, avec cette idée que lorsque la santé, la moralité et l'éducation est en danger ou gravement compromise, le tribunal pour enfants peut intervenir. C'est une procédure qu'on appelle une procédure d'assistance éducative. Il ne s'agit pas de suppléer les parents, comme c'est le cas avec l'édition que prend le juge d'affaires familiales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de désigner, par l'action du juge, mais par l'action aussi des travailleurs sociaux, de l'aide sociale à l'enfance, de la PJJ, du secteur associatif, il s'agit de restaurer les parents ou d'instaurer les parents dans l'exercice de l'autorité parentale, avec au final l'idée d'enlever l'étayage et que les parents puissent poursuivre la route de l'éducation de leurs gosses, que les gosses puissent revenir à la maison, retrouver leur place à la maison, ne plus être mal, trait d'union, traités, et ni battus, ni ceci, ni cela. Et ça fonctionne relativement bien. Au passage, le simple budget de l'aide sociale à l'enfance, c'est 6 milliards 400 millions d'euros. 5 fois le budget de l'UNICEF au plan mondial. C'est loin d'être une plaisanterie. Hein, pour 450 000 enfants qui sont suivis. Parmi ces 450 000 enfants qui sont suivis, il y en a 110 000 en moment réel, 140 000 sur l'année, qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, dont la majorité sur décision du juge. Mais le juge confie les enfants à l'aide sociale, il ne transfère pas de droit à l'aide sociale à l'enfance, les parents ne sont pas déchus, les parents ont tous les droits d'autorité parentale, et on va travailler à les remettre en situation, les remettre en selle. Ça marche plutôt bien. Les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure du CNRS, il n'empêche qu'il y a des interrogations, bien sûr, à avoir. 2 mots, puis après j'aurai terminé sur ces 2 questions. Premier tribunal, sur le tribunal, et deuxièmement sur l'aide sociale à l'enfance. Sur le tribunal, cette justice est une justice exceptionnelle, et comme elle doit être exceptionnelle, j'allais dire, elle a des caractéristiques. Alors, parmi les caractéristiques, il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas piqués des hannetons. Premièrement, le juge peut s'autosaisir. Je suis dans mon secteur d'activité, là où je suis nommé en Seine-Saint-Denis, je rencontre un enfant en danger, j'ai le droit de m'autosaisir. Je prends le papier que j'ai sur moi, un papier vierge, un chèque ou n'importe quoi, je peux prendre une ordonnance de placement et elle est valable. C'est le seul magistrat de France qui a la possibilité de s'autosaisir. D'ordinaire, un juge est saisi par une autorité et par le procureur de la République. Deuxièmement, le procureur de la République a exactement les mêmes pouvoirs que le juge. En urgence, si le juge n'est pas là, il a la possibilité de faire exactement comme le... Troisième caractéristique, l'enfant a le droit lui-même de se présenter au tribunal pour demander à être protégé. Quelques caractéristiques originales. Je termine sur ce point-là pour dire qu'effectivement, cette justice, elle fonctionne relativement bien, elle est perfectible, bien évidemment. Peut-être que sur les questions tout à l'heure, on pourra éclairer certains angles, mais comme j'ai été trop long, je vais être très bref sur ce point. Deuxième enjeu, l'aide sociale à l'enfance, et puis on va retrouver la justice. La caractéristique de la dernière période, c'est qu'on s'est aperçu qu'on jouait trop souvent à la patate chaude et que les services sociaux avaient tendance à judiciariser les procédures, n'arrivant pas à gérer les problèmes. Et à force
de trop saisir la justice, et bien la justice, elle est en difficulté pour traiter les problèmes. Et d'un autre côté, la justice, elle a cette caractéristique, c'est que souvent, elle mandate les services sociaux. C'est-à-dire que ça fonctionne en boucle. Tu me signales une situation, et après, moi, je te mandate pour intervenir. Et donc, le président du Conseil général, dans une période économique assez restreinte, dit « La justice a un droit de tirage sur mon budget. Et je n'arrive pas à contrôler. » Donc, conclusion de tout ça, une conjonction où le ministère de la Justice dit « Moins mes juges s'occuperont des enfants en danger, plus s'occuperont des enfants délinquants. » Et l'autre côté, le côté des conseils généraux, disant « Moins les juges interviendront, moins on aura d'irrationnel. » Résultat concret de la manœuvre, en plus quelques militants comme nous, et qui, comme des couillons, sont partis billes en tête sur les droits des personnes, on a créé les conditions, c'était l'appel des 100 que j'ai animé avec Claude Roméo. Nous, on a posé des droits fondamentaux, et on voulait que dans cette dialectique entre l'aide sociale à l'enfance et la justice, les droits des personnes soient pris en compte. Dans la loi de 2007 que nous avons fait voter, par exemple, on vient affirmer le droit de l'enfant, et c'est sur notre sujet, le droit de l'enfant, quelle que soit la question dont il s'agisse, enfant en danger, enfant délinquant, enfant sur du spectacle, ou je pars enfant en conflit avec ses parents, peu importe, tout enfant qui le demande a le droit désormais d'être entendu par son juge.